Il y a quelques semaines, Benny Bianco et Selena Gomez ont donné cette interview. Talk to your partner. You have to understand them. I think people's biggest problems, especially men, we don't listen all the time. You got to listen. Just shut up and listen. Listen to what they're saying. A woman is going to tell you exactly what she needs. Like when guys are like, I don't know what she wants. I don't know. She told you already. You're just an idiot. You're not listening. Just listen. If a girl is getting frustrated with you on something, she's definitely told you multiple times and you're just not paying attention. Et faut dire que Benny, il a su trouver les mots pour toucher pas mal de femmes en plein cœur. Du coup, ça a été relayé sur tous les réseaux. Et je sais pas pour vous, mais moi, plus je regarde des contenus sur les relations, plus j'ai l'impression, le sentiment que j'atteindrai jamais cet idéal. Parce que c'est pas compliqué, hein. Quand on regarde ce genre de contenu, on pense qu'on est censé vivre une histoire d'amour qui coche toutes les cases, la complicité, la communication parfaite, la sécurité, l'excitation, les projets communs, le respect des blessures de l'autre, et tout ça dans une ambiance Pinterest si possible. Parce qu'inconsciemment, quoi qu'on en dise, voir des inconnus dans des relations heureuses nous pousse à la comparaison, et donc à nous sentir tristes et jaloux, et ça c'est totalement humain. Notre cerveau va directement câbler sur ce qui manque en oubliant de rappeler ce qu'on a déjà, et ça d'ailleurs on le fait sur pas mal de sujets en général dans nos vies. Et perso, ça m'arrive hyper souvent de remettre en question ma vie parfois, et même mes relations, juste en regardant quelques vidéos, et du coup ça m'a amené à me questionner sur le fonctionnement. Je me suis dit que j'étais pas seule, et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Alors pourquoi j'ai ce sentiment d'échec parfois juste en scrollant, alors que tout va objectivement pas si mal, et c'est même plutôt très très chouette. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du couple, de ce qu'on en voit, de ce qu'on en attend, de l'impact que les réseaux ont sur nos relations, et de ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on a le droit de construire une relation d'amour, pas juste de la consommer. Et on commence avec les couple goals. Littéralement, ça signifie le couple que l'on aimerait avoir, le but finalement qu'on aimerait atteindre. On y voit deux personnes qui sont en symbiose parfaite, qui cuisinent ensemble, font des blagues complices dans le respect de l'autre, se complimentent sans cesse, se valorisent, se soutiennent, se désirent, et tout ça même après 3 ans. Parce que oui, dites-moi en commentaire, mais moi je pensais que c'était un mythe, et j'ai vécu le cap des 3 ans et des 7 ans, et donc je doutais de leur existence, mais maintenant je peux vous dire que je comprends. Dure 3 ans. Confusion totale. C'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est la durée maximum de l'état amoureux. C'est un espèce de cocktail hormonal qui nous rend dingue. On a des papilles, on a du désir, on ose plein de choses. Ce que montrent les études, c'est qu'on tiendrait pas plus de 2-3 ans à ce régime. Ça nous crame. Donc c'est un tournant dans la relation. Et il peut se passer 2 choses. Soit je pense que plus être amoureux c'est un problème parce que je suis amoureux de l'état amoureux et je pars parce que je suis plus amoureux. Soit je comprends qu'après il y a autre chose que ce qu'on nous propose. L'état amoureux dure 3 ans, mais on commence à aimer quand on cesse d'être amoureux. Bref, ces vidéos elles sont touchantes, elles sont belles, et si on a l'impression de simplement les contempler, on les regarde souvent avec envie. Et tout ça même en sachant que la grande majorité sont très scénarisés. Oui, parce qu'objectivement on le sait, comme pour tous les contenus qu'on regarde sur les réseaux aujourd'hui d'ailleurs. Le problème c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'il voit. On pleure devant un film parce qu'on se projette et parce qu'on fait preuve d'empathie. On a le vertige en regardant le vide, même si c'est en réalité virtuelle. Si, ça arrive. Alors si là tout de suite votre chéri n'a pas su vous écouter ou voir que vous allez mal et que vous tombez sur une vidéo d'un couple qui justement met en scène la réponse que vous auriez aimé avoir, vous allez être capable de remettre tout en question dans votre tête. Parce qu'il y a un truc qui se passe en vous à ce moment-là, c'est que vous allez vous dire, voilà, c'est ça que je voudrais avoir à la base en fait, c'est ça que je mérite d'avoir dans ma vie. Alors que pour rappel, c'est juste un contenu scénarisé que vous venez de croiser. Une interaction qui n'est peut-être même pas réelle. Ça revient presque à remettre votre couple en question juste après avoir regardé Love Actually. Bon ok, ça peut arriver, mais c'est pour vous rappeler qu'on doit prendre autant de distance avec ce type de contenu qu'avec un film ou un livre par exemple. Et selon le sociologue Erving Goffman, de toute façon, on joue tous un rôle social en fonction du contexte dans lequel on est. Sur les réseaux ou même avec des amis, on est en représentation. Ce qu'on montre, c'est souvent ce qu'on veut faire exister. Et quand on filme son couple, on est rarement en train de pleurer sur un canapé un mardi soir parce que l'un de nous deux a dit quelque chose de blessant sans le vouloir. Et c'est pas que c'est complètement faux, pas toujours. C'est juste que c'est hyper sélectif. Et à force de voir que des moments doux, on en vient à croire que l'amour, le vrai, c'est ça. Alors que l'amour réel, c'est souvent plus proche du quotidien que d'un highlight TikTok. Et ce décalage, ça peut créer une forme de honte, de malaise, de remise en question constante et une impression qu'on fait mal les choses si c'est toujours pas fluide, joyeux ou simple. Et petite parenthèse personnelle en parlant de représentation, je suis mariée depuis presque 3 ans maintenant. Et figurez-vous que je ne montre jamais mon mari sur les réseaux. Et quand je parle des réseaux, c'est effectivement sur mon compte public, mais aussi sur mon compte privé, celui avec mes potes, avec ma famille, mes amis. Et dans ce lot de personnes sur mon compte privé, il y a quand même des gens que j'ai pas vus depuis des années et avec qui j'échange pas non plus hyper régulièrement, parce que la vie, tout simplement. Et comme je ne montre jamais mon mari, on m'a demandé si j'étais divorcée. Parce que ne pas montrer ou exposer une relation, ça signifie que du coup, elle n'existe plus. On a ce réflexe aujourd'hui toujours de se dire, c'est normal d'afficher son bonheur en story. Pas forcément pour tout le monde. Il y a un proverbe qui devient de plus en plus valorisé, je trouve, à l'ère des réseaux sociaux, c'est vivons heureux, vivons cachés, parce qu'en fait, ça évite d'être jugé. Et la raison finale de tout ça, c'est simplement que mon mec n'a aucun réseau social. C'est incroyable.
Instagram, il a YouTube et c'est tout. Et il est super heureux comme ça. Mais du coup, il ne souhaite pas être affiché sur les réseaux. Donc je respecte ça en l'affichant pas à mon tour. Voilà, petite parenthèse finie, mais tout ça pour dire que ce qu'on montre n'existe pas toujours réellement. Et ce qu'on ne montre pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Zygmunt Bauman parlait d'amour liquide. Un amour qui ne tient pas, qui ne dure pas. Parce qu'on a appris à tout consommer, y compris les gens. Si c'est pas parfait, on next. Si ça demande du travail, bah c'est que c'est pas le bon. Et pourtant, c'est normal qu'une relation, ça demande du travail. C'est pas un bug, c'est pas forcément un échec, c'est juste une rencontre entre deux mondes avec leurs blessures, leur rythme et leur façon d'aimer. Et c'est pas censé être parfait, c'est juste censé être vivant. Et cette impression de ne plus s'y retrouver, ce sentiment de passer à côté de sa vie parfois, de se demander ce qu'on aurait pu gagner avec une autre personne qui ressemblerait à ce qu'on admire sur les réseaux, il est encore plus renforcé avec un climat de red flag à tout va. Aujourd'hui, on a développé une vraie expertise des red flags. On peut reconnaître un pervers narcissique en 3 stories, on connaît les 13 signes qu'il n'est pas émotionnellement disponible et on décortique littéralement chaque comportement. Et c'est une avancée, parce qu'attention, encore une fois, mes propos sont à nuancer parce qu'il existe de vrais red flags. À la base, ils sont là pour nous alerter et nous permettre de nous sortir d'une relation toxique et dangereuse. Le fait est qu'aujourd'hui, on a réussi à mettre des mots sur des choses qu'on subissait sans comprendre. Et ça, c'est une vraie libération. On apprend à poser des limites, à s'écouter, à dire non et à fuir quand on est dans une relation dangereuse. Mais ici, on va comme toujours parler des extrêmes des réseaux sociaux qui s'invitent dans le cœur de nos quotidiens et de ce qu'on ressent. Alors que des fois, c'est pas forcément hyper justifié. Et il y a un concept qui est hyper important que je rappelle souvent dans ces vidéos, c'est l'hyper-individualisation. C'est cette tendance qu'on a toujours à se recentrer sur soi et à faire du développement personnel un critère moral. Et parfois, dans cette logique, l'autre, ça devient un obstacle potentiel à notre épanouissement personnel. Ce que ça veut dire, c'est que parfois, on ne cherche plus à aimer, mais à éviter la déception. Et c'est à ce moment-là qu'on crée des listes qui sont très longues et très précises. Les red flags perso chez les hommes, genre si t'as ça, c'est mort, je pourrais pas. C'est vraiment personnel, donc les hommes, s'il vous plaît, ne vous agacez pas. Déjà, les mecs qui font des bruits de bouche, ça, je peux pas, c'est rédhibitoire. Les mecs qui font des fautes d'orthographe, bon, à part si les dyslexiques, forcément, je suis pas non plus, voilà quoi. Mais les fautes d'orthographe, je suis désolée, je peux pas. Les mecs qui utilisent des emojis de meuf, genre c'est peut-être bête, mais ça me dégoûte un peu. Genre les mecs qui vont mettre le petit singe là qui cache ses yeux, ou même l'emoji qui cache juste comme ça, même les emojis qui font les yeux doux, par exemple. Je sais pas, je trouve ça dégoûte. Il doit être mature émotionnellement, il doit faire du sport, mais pas trop, ne pas jouer aux jeux vidéo. Alors oui, donc ça, c'est un red flag qui revient hyper souvent. Mais perso, moi j'adore jouer aux jeux vidéo, mon mari aussi. Et on peut avoir une relation équilibrée avec quelqu'un qui a une passion ou un passe-temps. Ce qui dérange, je pense vraiment dans cette injonction, c'est le temps et l'excès. Parce que le tuning, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup. Mais dans ce cas-là, ça revient à diaboliser des passions, rien qu'à cause de la peur d'un comportement excessif, alors qu'il n'est pas toujours systématique. C'est le comportement excessif au final qui fait peur, pas la passion en soi. Bref, il doit aussi bien gagner sa vie, mais être disponible, être doux, mais pas trop gentil non plus, avoir fait sa thérapie, mais pas être trop perché. Ah, et puis aussi ne pas être trop proche de sa mère. Et c'est là que la psychanalyste Marie-France Irigoyen posait une question très intéressante. Est-ce qu'on cherche un partenaire ou une version idéalisée de nous-mêmes? Parce qu'en fait, on va tous faire des erreurs. On va tous dire un truc maladroit, se renfermer un jour de stress, oublier le besoin de l'autre. L'important, c'est pas d'être impeccable, c'est d'être engagé dans le lien et dans l'envie de réparer et de comprendre. Et ça se voit pas toujours dans une liste. Et en miroir de tout ce climat de red flag, de couple goals, etc., du coup, il y a une autre tendance qui est apparue. C'est le célibat ultra glamour. Et je suis pas contre, franchement, se sentir bien seul, c'est hyper précieux. C'est même une base qui est hyper saine pour aimer sans dépendre, pour apprendre à se connaître, mais aussi pour justement tisser ensuite des liens. Parce qu'encore une fois, à force de glamouriser la solitude, on risque de se retrouver éloigné de tout, y compris de nous-mêmes, même si ça paraît être un non-sens dit comme ça. Pour comprendre ça, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo qui parle justement du self-care et de l'isolement. Et d'ailleurs, merci pour l'accueil que vous lui avez réservé. Pour être honnête, c'est la vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne, alors que c'était celle que j'avais le plus peur de tourner et celle que j'hésitais à faire depuis 1 an. Bref, comme quoi, c'est souvent quand on se sent seul qu'on l'est pas du tout au final. Donc encore une fois, merci. Et parce que parfois, et souvent d'ailleurs, on va trop loin. Et c'est presque systématique avec les réseaux aujourd'hui. On tombe dans ce que la sociologue Eva Illouz appelle le capitalisme émotionnel. On doit toujours optimiser notre vie affective. Ne pas perdre de temps, ne pas souffrir,
ne pas faire de compromis, et à l'inverse des red flags, si la personne ne coche pas toutes les cases positives, alors ça sera pas la bonne. Et c'est aussi pour ça que la glamourisation du célibat, au final, c'est un effet miroir des couple goals et de tout ce que je vous ai présenté au début. Parce qu'à force d'être confronté à autant de perfection, quand on est célibataire, on se dit ok, c'est ce qu'on mérite d'avoir alors. Sauf que la perfection dans un couple, ça n'existe pas. Et de toute façon, si je parle de mon couple, on va me dire que je suis pas forcément objective, vu qu'il paraît que l'amour rend aveugle, alors qu'au contraire, je pense que la passion rend aveugle et l'amour rend clairvoyant. Mais bon, ça c'est que mon avis. Mais interrogez les couples que vous trouvez heureux autour de vous. Aucun d'entre eux n'est parfait. Parfois, on entendra même des trucs du genre, à la base, c'était pas du tout mon style, on est complètement à l'opposé l'un de l'autre. Bref, chacun a su faire ses compromis. Et évidemment, je parle de compromis, mais le but c'est pas de s'oublier totalement dans une relation. Préfère nuancer quand même toujours un petit peu. Une relation ne peut pas fonctionner si on n'est pas prêt à faire des concessions. Donc vous fournissez le même nombre d'efforts, ok, le même niveau de travail, pour arriver à créer votre relation amoureuse. Si pour être avec quelqu'un, tu vas devoir changer celle que tu es, ça devient un problème. Sauf que dans cette glamourisation du célibat, l'amour ça devient un risque inutile, un frein à notre épanouissement personnel. Ça devient même une distraction. On est forte, on est libre, on est indépendante, et aimer, ça devient presque suspect. Mais est-ce que c'est pas aussi une nouvelle injonction, celle d'être complète toute seule, au point de ne jamais avoir besoin? Alors qu'en vrai, avoir besoin de l'autre, c'est pas une faiblesse, c'est juste humain. Notre état naturel, c'est le célibat, c'est pas d'être en couple. Donc, je pense pas que ce soit essentiel. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas en couple et pas en relation, et qui sont très heureuses. D'ailleurs, moi, j'aime bien dire que le sujet, c'est pas tellement d'être en couple. Le sujet, c'est d'être en lien. Et là, par contre, être en lien, et d'ailleurs, du coup, c'est large. Être en lien, c'est essentiel pour être heureux, oui, parce que ça s'est prouvé. Il y a plein d'études scientifiques qui montrent que à la fin de ta vie, ce qui te fait vivre plus longtemps et ce qui te fait regarder sur ta vie en disant, là, c'est bien, je suis contente de là où je suis, j'ai réussi. C'est pas combien d'argent t'as gagné ou tous les voyages que t'as fait, c'est les liens que t'as tissés et la qualité de ces liens-là. Donc, la dépendance affective, c'est pas le fait d'avoir besoin d'amour, c'est le fait de ne pas pouvoir vivre sans validation constante. Et c'est pas pareil. On peut s'aimer soi, être heureuse, autonome, et quand même avoir envie d'aimer et d'être aimé, d'ouvrir une brèche et de créer un lien. L'amour, c'est pas une régression, on va dire que c'est plutôt une extension de soi. Parce que souvent, ce que je vois, c'est que aimer, ça donne l'impression de sacrifier une partie de nos vies. C'est un peu comme quand on n'a pas d'enfant, on a l'impression qu'en avoir, ça nous fera sacrifier une certaine liberté, ce qui est pas faux, mais il faut aussi se rappeler que quand on le vit, de ce que j'entends de mes proches qui ont des enfants, parce que moi j'en ai pas, ça devient plus un sacrifice parce que c'est fait par amour. C'est un sacrifice tant qu'on ne ressent pas d'amour. Et quand l'amour, le respect, l'amitié, la tolérance et tout ça mélangé, ça s'invite dans nos vies, pour moi ça devient juste un équilibre. Je pense qu'aujourd'hui on est dans une époque où l'amour est à la fois partout, mais surtout très théorique. On parle de standards, de trauma, de compatibilité, de self-love, et perso j'ai plus de 30 ans et j'entre forcément dans la période où on a le cul un petit peu entre deux chaises. Ceux qui s'engagent à fond et ceux qui ont encore envie de profiter. Et quand c'est comme ça, les deux vont ressentir une pression, parce qu'ils tomberont forcément sur des contenus ou des gens qui les feront culpabiliser. Ceux qui auront des enfants, ils vont tomber par exemple sur des contenus de trentenaires qui ont choisi de ne pas en faire pour rester libres et de faire le tour du monde. Et ceux qui ne sont pas en couple tomberont sur des réels d'une famille heureuse qui se construit, voyage ensemble et avance. Chacun aura son moment de doute et de remise en question, et ça peu importe sa situation. Parce qu'on se concentrera toujours sur ce qui nous manque, ce qui attise notre jalousie, et tout simplement parce que c'est naturel. Ma tête te dira, en fait, je suis bien seule. Mais mon cœur, lui, pensera, je rêve d'amour, mais j'ai peur que personne ne me soit destiné dans ce monde. Quand je croise un couple qui s'aime, j'ai cette pointe au fond de mon ventre. J'ai l'impression d'être faite pour aimer profondément, mais de devoir me suffire à moi-même. Aujourd'hui, on a l'impression que l'amour, ça devient comme tout le reste, un projet. Mais ça se planifie pas, ça ne s'organise pas, on ne fait pas de rétro-planning pour trouver sa moitié. On parle de lien, on parle d'une relation. Une relation entre deux humains qui essayent, qui s'ajustent, qui se parlent, qui parfois se ratent, mais qui restent. Et ça demande pas d'être parfait, ça demande juste d'être sincère. Et oui, on a le droit de vouloir rêver grand, de vouloir du beau, du tendre dans une relation. Mais on a aussi le droit de comprendre que tout ça se construit et que les chemins sont pas censés être toujours hyper droits. Et si t'es en couple et que c'est pas parfait, c'est peut-être normal. Et à l'inverse, si t'es en célibataire et que t'as envie d'aimer, c'est pas une faiblesse. Et si t'es bien comme t'es, ne laisse jamais personne te faire douter de ce que tu ressens en ce moment. Parce que ça, y a que toi qui peux le savoir. Et si tu te poses 1000 questions, bienvenue au club. Bref, comme pour tout, je pense qu'on mérite tous d'aimer sans pression, sans performance,
et de prendre un peu de distance et de recul avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont la capacité de nous faire découvrir des choses qui sont incroyables, de créer et de tisser des liens aussi et des relations. Mais il faut jamais oublier d'être vigilant avec toutes ces remises en question, toute cette négativité que ça nous apporte dans notre quotidien. Et je pense que clairement, il y a pas mal de relations qui sont un petit peu challengées justement par tous ces contenus que je viens de présenter, peu importe dans quel cas on les met. Bref, dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous arrive parfois. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et d'ailleurs si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, voilà, c'est gratuit, mais moi ça me fait énormément plaisir à chaque fois. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous.